ce lieu, l'ascenseur, c'est pas seulement un lieu, c'est une utopie, c'est un projet d'engagement et c'est une réalité, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons tous ici un fil conducteur, un point commun, nous ne pouvons pas être résignés, vous avez utilisé ce terme, Madame la ministre déléguée, nous ne pouvons pas nous résigner à ces injustices. Il y a ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. Aujourd'hui, dans la société française, on ne peut pas se résigner à ce qu'il y ait des jeunes qui aient moins de chances que d'autres au départ. Nous avons hâte de vous entendre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Mais juste avant cela, je vous prie donc d'accueillir, comme l'a dit Erika, celui qui va nous aider à réfléchir. On a un point commun, mais je pense que vous allez voir, on ne vous a jamais parlé de l'égalité des chances de cette manière. On va la bousculer, cette notion. On va prendre quelques minutes pour vous dire qu'effectivement, l'égalité des chances, ça ne met pas tout le monde d'accord. La discrimination, eh bien, je pense qu'il va vous en parler comme vous n'en avez jamais entendu parler. Et troisièmement, on parlera aussi de la méritocratie. Donc, trois notions qu'on voudrait travailler un peu et bousculer avec Rachid Benzine, qui est donc politologue, enseignant, chercheur, associé au fonds Paul Ricoeur, et puis par ailleurs romancier, dramaturge. Beaucoup de casquettes. On démarre tout de suite, Rachid, avec... Pour toi, l'égalité des chances, ce n'est pas forcément une bonne expression. En tout cas, il faut essayer de faire l'histoire de cette notion de l'égalité des chances et à quoi elle renvoie. C'est-à-dire que globalement, jusque la moitié des années 80, on parlait de l'égalité des positions. Et ensuite, à partir des années 80, le seul modèle d'égalité est devenu l'égalité des chances. Alors, si on peut être d'accord sur cette notion de la méritocratie ou du mérite, même si on peut se poser la question, est-ce que le mérite se mérite ? Et nous ne sommes pas tous d'accord sur est-ce que le mérite relève de l'effort, est-ce que le mérite relève de la réussite, dans quelle mesure ce mérite, est-ce que Mozart mérite ce qu'il a fait ? Ce sont des vraies questions, la question aussi du talent. Et je trouve qu'il faut absolument interroger cette notion de l'égalité des chances et notamment les impasses face auxquelles elle nous met et les injustices qu'elle est capable fondamentalement de produire. Ce que j'ai envie de dire, pour aller très très vite et rentrer dans le vif du sujet, c'est que l'égalité des chances ne construit pas une société égalitaire. L'égalité des chances est là pour créer des inégalités qui seraient justes. Des inégalités qui seraient incontestables parce que, justement, le diplôme, je le mérite. J'ai fait des études, donc je peux accepter ces inégalités. Or, ces inégalités-là laissent un monde, on est passé d'exploitant à exploité à vainqueur vaincu. Et le sort des vaincus n'intéresse pas grand monde. Et ça sera beaucoup plus facile de faire rentrer des jeunes issus de l'immigration des quartiers populaires dans les grandes écoles, par centaines, que plutôt d'essayer de s'intéresser aux centaines de milliers qui sortent chaque année du système scolaire. Et donc, l'école est devenue le lieu de création des inégalités par excellence. Et il va falloir se poser la question si autour de l'école, si autour de cette question du mérite, si cette question de l'égalité des chances, si ce n'est pas une fiction qui est nécessaire dans un acte de foi pour se donner fondamentalement bonne conscience. Et que ces inégalités-là, on développe de plus en plus le terme de discrimination. Et le terme de discrimination, dans les années 80, on n'entendait pas beaucoup parler. Vous voyez, donc avant, les gens disaient « je suis exploité », maintenant je suis discriminé. Avant de venir ici, j'ai essayé de regarder les critères de discrimination, il y en a 22. Et ça crée une compétition de discriminés, et ça développe de plus en plus une société identitaire. Je ne dis pas que l'égalité des chances, il faut la laisser tomber, mais par contre, il faut absolument lutter contre les impasses et la fiction dans laquelle elle nous ramène pour avoir quelque part une bonne conscience en mettant quelques Arabes et quelques Noirs, parce que globalement, la discrimination, on pense aux Arabes, on pense aux Noirs, on pense aux quartiers populaires, on pense rarement au milieu rural, on pense rarement à cette idée des femmes, et face à cette idée de la discrimination, on va développer l'idée de la diversité. Alors la diversité, c'est les Arabes et les Noirs, globalement, très vite, pour aller le dire comme ça. Mais par contre, si je vous disais, vous les Blancs, d'un seul coup, on serait complètement choqué d'entendre le fait que je vous désigne par votre blanchité. Or, c'est ce à quoi nous participons tous, globalement avec cette idée de la diversité, cette idée, je dirais, de l'égalité des chances. Et ça, je pense que, il faut le dire, la société de l'égalité des chances ne vise pas l'égalité dans la société. Voilà. On essaie de rendre des inégalités justifiables.
par le mérite. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on regarde d'un point de vue de la perspective historique, en 1955, un Anglais qui s'appelle Michael Young sort un livre qui s'appelle une espèce de dystopie de roman, The Rise of Meritocracy, c'est-à-dire la montée ou le développement de la méritocratie. Et pour lui, c'est un terme négatif. La méritocratie est un terme négatif parce que globalement, ce qu'il essaye en tout cas de montrer, c'est que cette idée de la méritocratie va abandonner de plus en plus les quartiers populaires et le côté rural, et ça va les pousser vers les extrêmes, vers le populisme. Il écrit ça en 1956, on y est aujourd'hui. Donc à un moment, si on n'interroge pas toutes ces questions sur l'égalité des chances pour se dire l'égalité des positions, parce que globalement, jusque dans les années 80, vous aviez des gens qui luttaient collectivement pour que la répartition des richesses soit plutôt équitable. C'est-à-dire qu'on demandait aux patrons de reverser une bonne partie pour créer des positions qui seraient vivables, quelque part, pour avoir une cohésion dans la société. Et ça, je dirais, ça participait fondamentalement à quelque chose qui était très, très intéressant. Et ça, c'est parce que vous aviez les écarts des positions qui étaient réduits que vous pouviez promouvoir l'égalité des chances. Je ne suis pas sûr que l'égalité des chances participe à cette égalité des positions. C'est plutôt le contraire. C'est que quelque part, on a abandonné le fait de vouloir transformer la société, mais on se dit, on va en sauver quelques-uns, parce qu'en sauvant quelques-uns, ça va nous rassurer. Et ça va dire aux autres, vous voyez, if you want, you can. Vous savez, le fameux slogan d'Obama, yes, we can. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et au fur et à mesure que vous êtes là-dedans et que vous mettez l'idée de la méritocratie sur l'école, au fait, vous assignez à l'école des choses qui la dépassent. Vous savez, pendant très longtemps, on a demandé à l'Église de sauver la société. On a transféré le théologie qui était sur l'Église sur l'école, et on demande à l'école de sauver le monde. Elle ne peut pas, on lui demande trop. Peut pas tout. Et que globalement, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de ses propres enfants, on est des passionnés pour les inégalités. Nous ne sommes pas des passionnés pour l'égalité. Globalement, on le dit, mais quand il s'agit de ses propres enfants, ce n'est pas ce qui arrive. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons à l'intérieur de l'école de leur donner des cours de latin, de les mettre dans tel collège, de contourner la carte scolaire. Ce qui fait que nous créons de plus en plus d'inégalités qui doivent devenir décisives parce que, ce que je peux comprendre de la part des parents, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de diplômés et il y a de moins en moins de places. Plus vous montez, moins il y a de places. Et donc, au bout d'un moment, vous allez dire, je suis discriminé. Et vous organisez la compétition des discriminés, au lieu d'interroger, de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ces écarts, je dirais, de salaire, ces écarts entre les différentes catégories sociales, ce qui nous donnerait une société qui serait beaucoup plus cohérente. Or, aujourd'hui, les vaincus développent quoi? Développent du ressentiment, se sentent humiliés et préparent les violences de demain. Je vous le dis, les humiliations préparent toujours les violences de demain. Parce que les gilets jaunes, quand ils étaient sur le terrain, ce dont ils parlaient, c'est d'un sentiment. Ils ne se sentaient pas, je dirais, exploités. Ils se sentaient méprisés. Et vous savez, quand on est méprisé, quand il y a un déni de reconnaissance, quand il y a de l'humiliation, il y a des discours populistes qui sont capables de s'accaparer complètement cette colère-là, qui peut être parfois légitime, pour la retourner contre l'élite, parce que d'un seul coup, c'est la faute de l'élite. Et donc, du coup, ça crée de moins en moins de gens qui sont, je dirais, attentifs à cette idée de la démocratie. Il y a des gens qui renoncent de plus en plus à cette idée de la démocratie. Et donc, du coup, on va désigner, c'est de la faute des profs, c'est de la faute des institutions, avec des institutions, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, Isabelle, qui sont à un moment, qui demandent de la reconnaissance, ce que je n'ai jamais vu. Parce que pendant très longtemps, c'était les institutions qui reconnaissaient les individus. Or, aujourd'hui, les institutions demandent qu'on les reconnaisse. Donc, on est véritablement dans une véritable crise. Et que globalement, si nous ne changeons pas la grammaire de cette manière d'appréhender les choses, nous en sauverons quelques-uns, ce qui est bien, ce qui est absolument bien. Mais nous continuons à laisser de plus en plus de gens sur le côté. Je donne simplement un modèle. Lorsque vous êtes femme, il y a 50 ans, et quand vous êtes aujourd'hui en 2022, globalement, les inégalités entre les hommes et les femmes se sont réduites. Et elles se réduisent de plus en plus.
mais les inégalités entre les femmes sont encore beaucoup plus grandes. Ce qui fait que lorsque vous êtes femme, vous regardez combien il y a de chefs leaders, combien il y a de gens au niveau je dirais, globalement, du conseil d'administration de l'entreprise, mais personne ne s'offusque du nombre de femmes qui nettoient les chiottes et qui nettoient les gares, je dirais, à Gare du Nord. Personne ne s'offusque du nombre de femmes qui sont dans les caisses. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder les grandes écoles. Pourquoi? Parce que notre modèle, c'est l'élite. Tout est organisé pour permettre cette idée de l'élite. Et donc, du coup, que globalement, ça ne change pas. Vous savez, vous pouvez mettre 1000 personnes issues de l'immigration des quartiers populaires, ça ne va pas changer la société. Globalement, ça ne va pas la changer. Et ce n'est pas sûr que les gens qui accèdent à des postes très élevés soient des gens sympathiques aussi. Hein. Ça ne marche pas comme ça. C'est des Français comme les autres, globalement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va regarder le nombre d'Arabes, de Noirs, etc., dans les grandes écoles, mais on ne va jamais regarder le nombre de fils issus de l'immigration qui sortent, qui sont 20% et qui n'ont rien. Le sort des vaincus n'intéresse pas grand monde. Et nous participons à ça parce que c'est cette promesse qu'on nous a donnée à l'école, cette promesse que nous allons tous globalement pouvoir nous élever dans la société. Et je dis encore une fois que mon propos soit clair, je ne suis pas contre l'égalité des chances. Mais ce que je dis, c'est qu'elle a des effets pervers dans la société et qu'elle crée de moins en moins de cohésion dans la société. Parce que pourquoi voulez-vous être solidaire de quelqu'un qui a été vaincu? Parce qu'on part du principe, si je suis à ce poste-là, c'est que je le mérite. Je mérite mon salaire. Tant pis pour les autres. Et donc, du coup, c'est ça le principe d'égalité des chances, c'est qu'on veut donner une même position au départ, et bien tant pis pour les vaincus. Ils l'ont mérité, ils n'ont pas suffisamment travaillé. Et donc, ça développe un sentiment de culpabilité. Un mot peut-être, Rachid Benzine, sur ces institutions, ces grandes écoles même, qui essayent de faire des efforts justement pour la promotion de l'égalité, avec par exemple, je prends 2 exemples, les conventions éducation prioritaire à Sciences Po ou une grande école, pourquoi par mois, à l'ESSEC. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des bons exemples qui essayent justement de faire émerger un peu moins d'inégalités, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut repenser totalement cette notion d'égalité et de méritocratie? Moi, je pense qu'il faut la repenser parce qu'elle nous mène droit au mur. Elle nous mène face à des impasses. Même s'il y a plus de diplômés aujourd'hui venant de milieux modestes. Oui, mais parce que plus vous allez avoir de diplômés, il en faut, hein, je dis pas, que l'on soit clair, hein, il en faut. Mais ensuite, il faut avoir le capital symbolique, le capital culturel, le capital social, le capital économique, plus le capital narratif. Est-ce que vous pensez que globalement, ceux qui sont là-haut, qui mettent leurs enfants toujours globalement en trouvant des inégalités qui vont créer des avantages, vont se laisser faire? On voit bien les parents, comme dit Dubé, ils sont devenus des coachs scolaires. Donc du coup, ils disent... puisque à partir du moment où tout le monde accède à cette massification de l'école, comment je vais créer une inégalité de telle sorte que mon fils puisse mieux s'en sortir? Et donc vous avez des lycées comme Henri IV, dès que vous parlez d'égalité, alors là, il n'est plus question. L'égalité pour les autres, mais pas pour soi. L'égalité pour les autres, mais pas pour ses propres enfants. Donc, Et est-ce que la solution, c'est la mixité, justement, d'essayer d'avoir dans des institutions, des écoles comme Henri IV, d'avoir plus de mixité? Et puis après, revenons aussi sur la notion de reconnaissance. On ne peut pas aborder ce soir tous les sujets, mais voilà, on est là pour bousculer, pour vous titiller un peu, pour faire en sorte que l'on puisse vous donner à réfléchir. Mais là, sur la notion de reconnaissance, je renvoie au rapport que vous avez rédigé avec 2 think tanks qui placent la reconnaissance au cœur de l'action publique. En tout cas, moi, je ne me soucie pas tellement de ceux qui vont dans les grandes écoles. Ce n'est pas trop ma question. C'est tant mieux, mais tout le monde ne pourra pas intégrer les grandes écoles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort des vaincus. Et comment faire en sorte que le sort des vaincus soit le meilleur possible. C'est ça une société juste. Une société juste, c'est une société qui se préoccupe des vaincus, pas uniquement des vainqueurs. Et on le voit bien au niveau de l'école, on n'a jamais eu autant de gens, de gamins qui sortent sans diplôme. Donc à un moment, une société juste doit avoir, de même qu'on part du principe qu'il y a un SMIC,
on pourrait très bien réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait comme strict minimum d'un point de vue des compétences pour que chaque citoyen puisse avoir ces compétences-là, au moins. Tout le monde ne pourra pas faire X, tout le monde ne pourra pas faire Sciences Po, puis tout le monde n'a pas envie de faire Sciences Po, ni n'a envie de faire X. Mais partir du principe qu'il faut qu'on arrive à se... C'est pas normal que des jeunes sortent aujourd'hui de la troisième qui ne savent ni lire ni écrire. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, notre système crée des inégalités, pour tout simplement parce que les inégalités qui étaient liées aux positions sociales à un moment se retrouvent à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire que l'école crée de plus en plus d'inégalités. Et on le voit, tous les éléments de l'OCDE au niveau de l'école montrent que nous avons l'école la plus inégalitaire d'Europe. Un mot encore sur cette notion de fabrique des récits. Je le disais, je vous ai présenté comme enseignant-chercheur politologue, mais vous êtes également dramaturge, romancier. Est-ce qu'il faut un autre récit national ? Est-ce qu'on a beaucoup parlé avec la présence de la Bastille et du génie de la Bastille, de notre devise républicaine? Est-ce qu'il ne faut pas parler aussi d'une autre manière d'être français? Absolument. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et la grande problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à créer un récit commun. Et donc, pour créer un récit commun, il faut être capable de mettre en commun nos récits. En commun, nos récits, ça veut dire qu'il faut faire de la place à d'autres récits qui sont là depuis très longtemps et qu'on n'entend pas. Vous savez, on le dit souvent avec Delphine Orviller, le monde ne se divise pas entre croyants et non-croyants, le monde se divise entre ceux qui sont capables de faire de la place du narratif à l'autre narratif que soi. Et c'est pour ça que le récit permet de bouleverser les imaginaires. Et c'est important de faire ce travail sur la question de la mémoire et de l'histoire, parce qu'il y a des gamins qui n'ont même pas la mémoire de leur histoire. À partir du moment où des gamins n'ont pas la mémoire de leur histoire et que cette histoire n'est pas reconnue, cette histoire n'est pas racontée, comment voulez-vous qu'ils puissent accepter les récits sur la Shoah? Moi, j'ai rencontré des gens, ils ne sont pas antisémites, ils se disent tout simplement, mais notre narratif, il est où? Quelle place dans notre narratif au niveau de l'école? Ils ne deviennent pas antisémites ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'ils ont l'impression que leur narratif n'est pas capable d'être mis en avant. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que la société française, il faut aussi qu'elle change d'imaginaire sur deux choses. Puisqu'on est à la Bastille, depuis la Révolution française, en tout cas, on part du principe qu'on n'est plus dans une monarchie. Or, le fonctionnement du bouffoir est encore monarchique. Il suffit de voir l'investiture. On a tous les codes, tous les rites de la monarchie. Et on pense encore monarchie, c'est-à-dire que c'est l'imaginaire de la monarchie. Et au niveau de la population, on a un autre imaginaire qui est celui de l'empire. Quand la France était un empire, un grand empire, et quand vous êtes un empire, vous avez l'imaginaire de l'empire. Mais quand vous n'êtes plus un empire, ça ne veut pas pour autant dire que vous n'avez plus l'imaginaire de l'empire. Donc, il faut à un moment faire le deuil de cet imaginaire de l'empire. Faire le deuil des histoires que nous nous sommes racontées. Moi, je dis souvent à mes étudiants, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et que globalement, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est raconté un récit mensonger sur nous-mêmes. Voilà. Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile de retravailler, je dirais, cette question. Et c'est pour ça que le rapport tout à l'heure dont tu parlais sur la question de la reconnaissance, il me semble fondamental. On a essayé de faire un rapport sur 4 villes, Trappes, Maubeuge, Clichy-sous-Bois et Roubaix, et que globalement, on a essayé de travailler le rapport entre les institutions et les citoyens pour essayer de voir si la notion de la reconnaissance permettait de redistribuer, en tout cas de renouveler la grammaire des politiques publiques. Puisque globalement, les êtres humains sont en quête de reconnaissance. Voilà. Vous allez dans un guichet, les gens ont l'impression de ne pas être reconnus, de ne pas être reconnus à leur mérite, que ce qu'ils font n'est pas reconnu. Vous voyez, donc on s'est dit, essayons de partir de cette notion de la reconnaissance telle qu'elle a été théorisée par, je dirais, un certain nombre, Parcours de la reconnaissance chez Paul Ricoeur, ou l'allemand, ça y est, son nom, j'oublie, mais La lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth. Vous voyez, on a des outils théoriques. C'est globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous ne pouvez pas agir dans la société si vous n'avez pas des outils théoriques et si vos projets n'ont pas pour objectif de changer les institutions.
Là, c'est l'impensé à un moment de se dire comment on innove socialement et comment on innove au niveau des institutions. Mais que globalement, ce qui se dégage dans la société, c'est à la fois d'un point de vue institutionnel et au niveau des citoyens, c'est une impuissance à changer la réalité. Quel que soit le taux de prestation que l'on met, et la France, on peut le reconnaître, donne beaucoup. Mais ça ne crée pas plus d'adhésion, ni des citoyens, ni des institutions. Globalement, on dit souvent que le dernier kilomètre, on n'arrive pas à le faire. Et que globalement, face à ce sentiment d'impuissance à changer la réalité, il y a des gens qui abandonnent complètement. Il y a des gens qui disent, faute de vivre ensemble, vivons entre nous. Et puis vous avez des gens qui développent ce que j'appelle un discours viriliste qui prétend redonner de la puissance aux gens. Ah, c'est tous les discours virilistes de Zemmour, Marine Le Pen et autres qui parlent à l'imagination des gens et qui d'un seul coup se disent voilà, on est capable d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous manquons cruellement de récits qui puissent agir, parce qu'il y a un lien très fort entre le fait que quelqu'un énonce un récit, que je me reconnaisse dans ce récit. Et en me reconnaissant, je contracte ce que j'appelle une dette de sens entre celui qui énonce le récit et moi à laquelle il m'adresse. À partir du moment où je me reconnais, je me sens appartenir à une entité, à un destin français, peu importe. Et c'est à partir du moment où j'ai ce sentiment d'appartenance que je peux agir. Or, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui dans la société française des récits qui sont en concurrence. Il y a la guerre des récits. La guerre des récits pour dire qu'est-ce que c'est que la France. Et ensuite, vous avez des récits, globalement, j'en parlerai juste de 4, très brièvement. Vous avez le récit écologiste, vous avez le récit décolonial, vous avez le récit des mouvements sociaux gilets jaunes et le récit féministe. Je mets le récit nationaliste de côté. Mais que globalement, qu'est-ce que demandent ces 4 récits? Ces 4 récits demandent réparation. Le récit décolonial demande réparation par rapport à l'histoire et à la mémoire, mais une réparation au service de l'émancipation individuelle, collective et le bien commun. C'est voilà ce que j'appelle une bonne reconnaissance, c'est qu'elle doit permettre une émancipation individuelle, une émancipation collective et le bien commun. Ça, c'est important, le bien commun, c'est pas un bien qu'on se partage tous ensemble, c'est un bien dont on a la charge tous ensemble parce qu'il nous reconnaît. Vous voyez, donc c'est un espace vide. Le récit féministe dit globalement il faut réparer le rapport entre les hommes et les femmes sur la question des violences, sur la question, vous connaissez ça encore mieux que moi. Le récit des mouvements sociaux, des gilets jaunes dit il faut réparer le service public, parce que si on ne répare pas le service public là où nous en sommes, nous ne pouvons pas nous émanciper. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'il n'y a pas de poste, lorsqu'il n'y a pas d'école, comment voulez-vous appartenir à une nation avec la citoyenneté? Et le récit, le dernier, pour savoir si vous suivez. Écologiste qui dit globalement il faut réparer notre rapport à la terre, aux ressources, à l'espace et tout ce que vous voulez. Mais que vous voyez bien que ces récits-là sont au service d'une émancipation lorsque la société accepte, je dirais, d'honorer le conflit. Or, on est dans des sociétés où il y a une polarisation de plus en plus grande, où les problématiques sont souvent posées à partir des critères, je dirais, médiatiques, et on n'a plus d'endroit pour entendre la colère. C'est-à-dire que globalement, quand quelqu'un est en colère, on va de lui dire, écoute, achète Psychologie Magazine, yoga, ça va aller mieux. Mais que globalement, les espaces de colère pour entendre la colère, on a de moins en moins ça. C'est-à-dire que globalement, on a de moins en moins de médiation par rapport aux institutions. Moi, j'ai vraiment cette citation de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, qui dit, il appelle ça la visée éthique, il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Il y a l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. Qu'en est-il des institutions aujourd'hui ? Et c'est pour ça que globalement, si nous portons des innovations sociales, comme vous pouvez le faire ici... Il y en a beaucoup ici. Sans innover institutionnellement, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si l'institution, quelle qu'elle soit, ne se laisse pas transformer par ce que vous apportez, nous n'y arriverons pas. Merci. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir partager le pouvoir. Et le pouvoir, il est ici à l'ascenseur avec beaucoup d'associations qui apportent des innovations. Merci beaucoup, Rachid. Merci. Voilà, merci beaucoup.